Donc, on imagine ce petit back-end, pas si petit que ça d'ailleurs. Toc, toc, toc. Je vais essayer de résumer les épisodes précédents. Alors, on a tout d'abord un package.json avec différentes petites choses. En l'occurrence, je vais utiliser bcrypt pour le hachage de password, Dotenv pour récupérer mes variables d'environnement, Express comme framework web, PG et PGHstore comme driver pour Sequelize que je vais utiliser. Ensuite en DevDep, j'ai mis Faker, donc qui va me permettre d'avoir effectivement des petites informations random, des noms de photos, enfin des URL de photos, etc. Des noms de first name, last name peut-être même. Nodmox HTTP va me permettre effectivement de faire du testing avec un gros intérêt pour la réponse et voir la requête d'ailleurs. Nodemon va me permettre effectivement d'éviter d'avoir à chaque fois, à chaque sauvegarde, d'avoir relancé mon serveur en cas de modification. Et Supotest, effectivement, est une librairie aussi de testing qui se focalise pas mal sur la request. Donc, on va s'intéresser effectivement à tout ça. Donc, on commence à app.js. Donc, j'ai mis .env pour récupérer mes variables d'environnement. J'ai utilisé .env-config qui me permet effectivement de savoir qu'elles existent et d'aller les récupérer. Par exemple, à travers process.env et port, puisque une des variables d'environnement, c'est effectivement port 3000, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il y a toutes mes variables d'environnement. J'aurais pu en mettre d'autres. Ensuite, je reviens ici. On a Express comme framework web. On définit notre application comme une application Express, ce qui veut dire que ça devient un objet avec des méthodes et des propriétés particulièrement intéressantes, comme .set, qui nous permet de définir un port et le définir avec cette valeur-là, de définir un host avec cette valeur-là, une URL avec cette valeur-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, à chaque fois qu'on utilise un point use, en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur est un middleware. Et ce middleware-là nous permet effectivement d'une certaine façon, alors return a middleware that only parse and bodies and only looks at requests where the content better matches, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en gros, ça nous permet de lire finalement le corps de nos requêtes. Et là, ça nous permet de lire le corps de nos requêtes lorsque celui-ci est sous format JSON. Donc ça, c'est très très important. Donc je les ai placés là, avant même les autres routes, avant même les autres middleware, pardon. Et là, on a créé effectivement un préfixe pour nos routes qui concernent les sellers. Parce qu'on va faire une petite application de seller et de product. On va essayer de la faire avec ensuite pour le front, un framework front. J'ai pas encore de grande idée par rapport à ça. Je sais que l'autre que j'ai démarré dans les vidéos précédentes, je vais le faire avec Angular, mais celle-ci, peut-être que ce sera avec autre chose, je verrai. Donc voilà ce que on pouvait dire par rapport à ça. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que j'exporte app dans index.js pour finalement dire que app écoute ou est branché à un port particulier. Et en l'occurrence, app.getPort nous permet de récupérer la valeur qu'on a setée ici, à savoir process.en.port, etc., etc. Donc ça, j'ai séparé les deux pour des raisons de testing, parce qu'en réalité, notre testing nécessite à un moment donné notre app, mais pas effectivement la connexion avec un port. Donc, donc ne nécessite pas en réalité que notre serveur tourne sur un port particulier. Donc ça va être plutôt cool. Notre testing, on l'a mis, je l'ai mis en tout cas dans le fichier, dans ce dossier test. Et j'utilise Jest, donc comme vous pouvez voir, j'avais téléchargé en dev dependency Jest, mais j'utilise également Nodmox HTTP et Supotest, donc les trois ensemble en conjonction, enfin conjonction de Jest et de Nodmox HTTP et conjonction de Jest et de Supotest, c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Donc on écoute un certain port, je vais démarrer même l'application npm start tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai défini dans le package.json un petit script de daemon un peu plus loin index.js lorsqu'on utilise npm start tout simplement. Et j'écris un autre script test
avec Jest si j'ai envie de lancer mes tests. Donc, en l'occurrence, ils sont à exécution automatique. Vous voyez qu'ils sont réussis, qu'on les passe. Donc, je vais un peu expliquer ce que j'ai fait. Donc, je diminue tout ça. Donc, il y a une suite principale, comme vous pouvez le voir, avec le describe. Ce qui m'intéresse, c'est given, effectivement, cette route-là, avec ce verbe-là. Donc, j'aurais pu mettre given pour faire un peu les choses correctement. Given post, the verb post, and the root, given the verb post and the root, hop hop hop, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, j'ai fait en sorte finalement de gérer une situation particulière, c'est-à-dire avant tous mes tests, avant chacun de mes tests, before each, eh bien, ce que je veux, c'est que je veux aller récupérer dans ma base de données le test seller qui a comme email test@example.com et effectivement, s'il existe, je veux le supprimer. Donc j'utilise Sequelize, c'est pour ça que vous voyez ça écrit de cette façon, on va en parler plus tard. Donc voilà, j'ai importé d'ailleurs effectivement le modèle que j'ai créé, on va voir effectivement comment j'ai fait ça. Et after each, en fait, je veux également supprimer seller qui vient d'être créé finalement après chaque test, puisque à chaque fois je vais le créer en l'occurrence, et je le supprime aussi après chaque test. Donc c'est un peu redondant, si vous le... C'est un peu redondant, mais pourquoi pas. Hop. Ensuite, when an incoming request contains all necessary data, response code should be, effectivement... Alors, je vais plutôt mettre... Hop, response code should be... Response code should be 201, tout simplement. Alors, voilà. Ensuite, ça, c'est une première situation qu'on teste. Et le test réussit parce que, bon, on ne fait pas du test driven développement. Donc, on ne part pas nécessairement de ça pour aboutir au code. Ensuite, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Et ensuite, on arrive, pardon, donc je sais pas pourquoi il était skip, à une deuxième situation que je veux tester. When an incoming request contains all necessary data create to seller. Alors, seller, a new seller should be created into the database. Should be created and saved into the database. Donc voilà, et là on vérifie effectivement que tel est le cas, puisque si tel est le cas, eh bien la réponse, donc de server response, dans le corps de la réponse du serveur, effectivement on aura un objet qui aura au moins cette information test@example.com tout simplement par rapport à ce qu'on a écrit justement. Donc on va voir tout cela. Donc il y a plusieurs matchers qui sont intéressants déjà. Donc to equal, faire attention à ça. Object containing, nouveau matcher pour certains. Ensuite vous avez, alors là j'utilise effectivement, dès que vous voyez ça, j'utilise SuperTest. Request, c'est SuperTest, c'est la fonction principale de SuperTest. Et donc dès que vous voyez ça, c'est SuperTest. Là donc un autre matcher que j'utilise. Alors, en l'occurrence, je ne l'utilise pas. J'utilise que toEqual et Object Containing ici, mais généralement, j'utilise toBe. Mais là, pas besoin, apparemment, c'est parfait. Donc, tout ça, ça fonctionne correctement. Et on va voir le code, finalement, qui fait que les tests fonctionnent. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise Sequelize, qui est un ORM. Et ce petit mapper nous aide pas mal. Donc, évidemment, il se trouve dans le package.json. Je l'ai téléchargé, donc Sequelize, et j'ai installé les drivers nécessaires à Sequelize, à savoir, étant donné que j'ai effectivement Postgre installé et que je fonctionne avec Postgre, donc j'ai installé les drivers de Postgre pour Sequelize d'une certaine façon. Donc ensuite, une fois qu'on est dans cette situation, j'ai dû créer une instance de connexion
avec la base de données. Donc j'ai mis ça dans un dossier database et l'instance c'est connection.js. Donc pour des raisons de validation ou de testing d'une certaine façon, en testing sans faire des fichiers de test, je voulais effectivement réaliser ce petit test-ci pour voir si la connexion avait abouti entre SQLize et ma base de données. Donc en gros, le client, c'est ça, SQLize, avec une instance de SQLize qu'on récupère dans la librairie SQLize. Vous passez effectivement quelques petites informations, dbName, dbUsername, dbPassword, et à la fin, un objet de configuration qui peut contenir beaucoup plus de propriétés que ces deux-là. En l'occurrence, j'ai écrit ça de cette façon, ce qui aboutit, puisque j'ai déjà fait tout ça. Si je vous montre Chimère et que je fais un petit DT+, pour avoir plus d'informations, vous voyez, alors hop, que j'ai deux tables products, mais c'est pas seulement ça. C'est, si je fais un select, en l'occurrence, alors même s'il n'y a rien dans la base, comme ça, je vais vous montrer select all, from seller, ou plutôt from products. Alors faire attention, double quote, c'est chiant, mais bon, il faut faire gaffe. Et donc vous voyez effectivement que ça m'a récupéré automatiquement des informations de SQLite, created at et updated at et ID. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir mon modèle product, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ID ici écrit, ni updated at et created at. Mais je vais faire un petit changement. Donc pour définir un modèle, vous pouvez utiliser SQLite.define ou modèle de la bibliothèque SQLite et étendre, faire en sorte que product hérite de la classe modèle avec effectivement cette rédaction là, donc classe product en l'occurrence, et extends modèle, alors ou SQLize modèle si vous préférez. Si SQLize représente la totalité, ce sera SQLize modèle comme ça. En l'occurrence, c'est pas le cas, c'est pas ça qui va être ça va être plutôt, si ça c'était SQLize en minuscule, eh bien ce serait SQLize.model. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et vous faites en sorte que ça hérite de la classe modèle de SQLize et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'était notre façon de faire. Nous on n'a pas utilisé la façon classe, on a utilisé la façon define avec notre instance de connexion. Donc faire attention, c'est notre instance de connexion, celle que nous regardions juste avant. Donc c'est ça que j'ai exporté, qui établit une connexion entre SQLize et ma base de données, que j'utilise pour définir un modèle qui va finalement être vérifié avec ce petit console log tout mignon que vous trouvez même dans la documentation product equal SQLize.models.product pour vérifier si SQLize maintenant connaît ce modèle. Et en l'occurrence, ça m'a affiché true si vous regardez. Alors j'ai plus tout le. Hop, si vous regardez là, c'est true et true puisque j'ai créé deux modèles. Donc ça c'est fait. Une fois que c'est fait, hop, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais ajouter des petites choses. Mais je vais ajouter des petites choses à ce niveau-là. Je vais ajouter une propriété define et je vais dire que mon created at, ou plutôt que leur created at, c'est mon created at maintenant, et leur updated at, c'est mon updated at. Je vais mettre timestamp à true, évidemment. Donc ça, c'est fait. Hop, hop, hop. On est maintenant dans cette petite situation. On a défini effectivement une sorte d'égalité. Alors leur created at, je veux que ce soit mon created underscore at, et ainsi de suite pour tous mes modèles. Donc ce que je vais faire, alors en l'occurrence effectivement maintenant il y a un truc qui foire, parce que en gros on attend created at écrit de cette façon, et ce qu'on va retenir c'est plutôt updated at écrit de cette façon là. Donc hop, et là aussi on va changer created underscore at de cette façon, et on n'aura même pas besoin de les définir. Je vais enlever ça et enlever ça, comme ça ça nous fera gagner du temps, on n'aura plus besoin de ça.
Et on va donner effectivement des valeurs par défaut pour ces informations, comme ça au moins, alors ça va foirer encore, hein. Ils ne vont pas fonctionner, c'est normal, parce que c'est pas ce qu'on récupère maintenant. Donc on pourrait peut-être en savoir plus, non, c'est pas grave. Et donc, une fois que j'ai décidé que ce serait plus écrit created at, je vais mettre effectivement ce que j'attends de mon created at. Je veux que ce soit un type, data type, en l'occurrence date. Je veux une valeur par défaut, default value, et je veux new date. Je pense que ça le fera comme ça. Ou current date, je sais pas. En tout cas, je pense que ça pourrait fonctionner de cette façon. Je vais mettre une virgule au current timestamp, ou en l'occurrence literal et current timestamp. Hop, de cette façon. Et ce que je veux également, c'est que la null false, parce que d'une certaine façon, maintenant on n'a plus besoin, s'il y a une valeur par défaut, la null, on n'a pas besoin de mettre ça en true. Et par contre, updated at, on va faire en sorte que ce soit aussi type date et la null complètement true. On s'en fiche complètement, updated at. Donc voilà, je vais faire juste un CTRL-C et un CTRL-V pour placer également ça au niveau des sellers. Hop, avec une petite virgule. Et je vais rajouter literal pour me faire le job. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, maintenant qu'on a réformé notre base de données, en tout cas, je pense, on va s'assurer que tel est le cas. On va synchroniser nos changements. Donc, je vais même pas arrêter. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais me placer ici parce que c'est ici en réalité que j'apporte les dernières modifications à mes modèles, à savoir les associations qui les concernent. Donc, ce que je vais faire, c'est node index. Alors, node models index.js. Hop, et là c'est bon. Et là je vais un peu voir effectivement quelle est la nouvelle tête de ma base de données. Alors en l'occurrence, je pense que j'ai pas enregistré tous les changements. Hop, et là maintenant, alors created at, ça me plaît pas ça. Select all from users. Hop. C'est pour from sellers, pardon. Created at, il y a toujours ce created at. Donc en 2 secondes, j'ai pas dû faire la chose correctement. Là, define created timestamp. Define created at. Updated at. Alors, ça n'a pas fait la synchronisation, je vais la forcer. Donc ça veut dire que là, en gros, ça existe déjà et donc ça n'a pas opéré de changement, la table existe. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est forcer le changement. On va faire un force true ou alter. On aurait pu altérer simplement alter.true. Et on va relancer ça. Donc c'est fait et maintenant, effectivement, le changement a été opéré. Je regarde si le changement a été opéré effectivement au niveau de product. Et tel est le cas. Donc je vois seller ID écrit comme ça, j'aime pas non plus. Donc j'aurais dû altérer ça aussi. Mais c'est pas grave, on va laisser ça pour l'instant. Donc vous voyez effectivement comment altérer effectivement une table si jamais elle existe déjà. Parce que si on avait juste rien mis, eh bien SQLite aurait vu que la table existe et donc elle n'aurait pas apporté les modifications que nos modèles ont. Donc une fois que c'est ça, tac tac tac, maintenant on va essayer, alors mon test
fonctionne maintenant, c'est super, parce qu'effectivement, on a dit que la valeur par défaut et d'ailleurs, on va pouvoir enlever le for each pour vous montrer comment mon information se greffe dans ma base de données, puisque c'est for before each qu'il y a un effacement, mais après non. Donc ça veut dire que vous pourriez voir la nouvelle information dans ma table, dans ma base de données. Donc je vais vous montrer maintenant. On va regarder seller et effectivement, alors j'ai fait 79 tests et donc comme vous pouvez voir, created at a le current timestamp donc et updated at a effectivement ici le current timestamp également. Mais bon, je pensais même pas que ça allait avoir une valeur automatiquement, mais pourquoi pas. Donc c'est déterminé directement par Sequelize de ce côté-là, mais c'est pas obligatoire que ça existe de toute façon. Donc ça c'est parfait. Hop 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 hop. Donc on a tout ce que l'on veut. Et là je vais remettre le after each pour que ce soit détruit. Ça va détruire effectivement mon test. Hop. Donc on revient. Oula. On revient. Touk touk touk. On fait basculer ça comme ça, et comme ça enlève l'information de ma base de données parce que ça l'a détruit après après la réalisation de ces deux tests, ou de chacun des tests en réalité. Donc voilà l'intérêt du petit test d'intégration que je vous ai présenté ici. Donc ensemble, dans une prochaine vidéo, on va faire tout ce qui concerne les root products pour ajouter des products. Et étant donné qu'il y a une association intéressante entre products et seller, vous imaginez bien qu'un produit est la propriété d'un vendeur avant d'être vendu. Donc effectivement, il y a une clé étrangère dans le modèle ou dans la table product si vous préférez. Ou products d'ailleurs, je pense que je les ai pluralisés, je ne me souviens plus. J'ai pluralisé le nom des tables. Donc voilà pour cette vidéo.